choisissez parmi les biens que vous devez consommer. Il me souvient, n'est-ce pas, que lors des événements du lac Nyos, je sais que beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés, on a mis en place un comité de crise parce que les gens n'avaient pas à manger. Alors on a dit, donnons-leur à manger. Et on a apporté de l'huile Zermaor, n'est-ce pas, à ces pauvres populations qui continuaient de mourir de faim malgré tout ce qu'on avait apporté. Les conserves, les ceci, les cela, les gens mouraient de faim. Et c'est le jour où on s'est rendu compte que l'huile de palme brute qu'on pouvait trouver non loin de là les sauvait. Donc il y a la question de préférence. Je ne mange pas par contrainte ce que je trouve, mais je peux choisir parmi. Donc c'est la notion de la diversité. C'est très important. Si vous enfermez un gars dans le riz alors qu'il n'aime pas le riz, ne croyez pas que lui, il est en sécurité alimentaire. Je crois que résoudre le problème de sécurité alimentaire, moi, c'est résoudre deux choses. Il y a 4 piliers, mais je vais insister sur 2. La disponibilité permanente. Quand on ajoute permanente, donc on va parler de stabilité. Alors, il faut bien comprendre que la sécurité alimentaire est différente de l'autosuffisance alimentaire. Il faut très bien comprendre. La disponibilité en termes économiques peut encore être qualifiée de l'offre du produit. Donc la disponibilité dépend bien évidemment des productions domestiques, mais aussi des importations et des exportations. Parce que moi je produis, je suis un entrepreneur agricole, je produis pour vendre. Dans un environnement libéralisé, je n'ai pas besoin de savoir si mon voisin a faim. Si moi je sais qu'au Gabon, je fais 4 fois ou 5 fois ma marge bénéficiaire, je n'ai pas besoin de vendre à mon voisin. D'où la notion d'accroissement des productions. Parce que si les productions, si l'offre est très élevée, vous serez obligé, le marché du Gabon sera saturé, vous serez obligé de vendre à votre voisin. Mais tant que vous avez des bénéfices ailleurs, vous êtes un opérateur économique, donc vous n'êtes pas là pour les sentiments. Donc, il faut résoudre cette équation, disponibilité égale production domestique, plus les importations, moins les exportations, et plus les stocks de sécurité. C'est important d'avoir les stocks, on a parlé d'office céréalier, c'est important. Comment donc rendre disponibles les aliments au regard de cette équation? Donc, il y a des pays qui peuvent gérer leurs problèmes de sécurité alimentaire uniquement en important. Sauf que, pour mes étudiants et là, ils savent que je commence ce cours toujours par une citation de George Bush, qui dit que si une nation est dépendante alimentairement de l'extérieur, cette nation est en réalité très vulnérable. Mais si vous pouvez faire votre commerce aussi facilement, vous pouvez assurer votre sécurité alimentaire en important les produits alimentaires. Le plus important à la fin, ce serait que votre balance commerciale soit pas déficitaire. Donc vous exportez un certain nombre de choses et vous importez aussi de l'aliment. Mais en plus de ça, il y a le problème d'accès qu'il faut aussi gérer. Accès physique, accès économique, accès social, avec les prix, les produits agricoles qui ont des prix très volatiles et qui doivent être régulés à travers un certain nombre de politiques. Mais il y a les revenus. Et dans tous les cas, si les niveaux de revenus restent bas, vous ne pourrez jamais avoir accès, n'est-ce pas, à la nourriture. Alors, ceci dit, moi je pense que sur le plan national, nous allons regarder un certain nombre d'axes qui ont d'ailleurs été déjà évoqués ici. Le premier, c'est l'accroissement substantiel des productions agricoles et alimentaires dans le pays. C'est très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, on met en place des mécanismes pour pouvoir relever ces défis le moment venu. Mais malheureusement, nous, on se montre toujours rattrapés par les défis.
c'est des spécialistes en élaboration des politiques, ils auront tapé à côté. C'est pourquoi toute politique, pour être élaborée, s'assoit sur les résultats du recensement démographique. Tant pis pour vous, si vous avez des faux résultats, on va planifier les faux. Si vous me dites aujourd'hui que Yaoundé est plus peuplé que Douala, moi je vais mettre 10 écoles primaires à Yaoundé parce que je veux respecter un certain ratio, mais j'en mettrai 5 à Douala. À l'arrivée des courses, vous avez 400 élèves à Douala et 100 à Yaoundé. Ça c'est très important. Il y a des choses sur lesquelles on ne blâme pas. Bon, on a parlé des programmes pour les groupes vulnérables, c'est-à-dire des transferts, j'ai dit des transferts non contributifs, c'est-à-dire qu'on ne vous demande rien en contrepartie. On peut vous donner, ça passe par des transferts monétaires. On donne des coupons, de l'argent aux groupes vulnérables et ils vont acheter des vivres pour se nourrir. Il s'agit des groupes vulnérables. Quand on dit vulnérable, quelqu'un qui a fait un accident, comme on évoquait tout à l'heure, quelqu'un qui ne peut plus travailler, des groupes qui sont vraiment véritablement vulnérables. Donc on leur apporte de l'argent, c'est des programmes établis, il en existe maintenant au Cameroun, on vous donne de l'argent pour un montant fixe pour pouvoir acquérir des aliments. Ou alors des coupons, vous allez dans des magasins spécialisés, avec qui il y a des contrats, pour acquérir des aliments. Il y a aussi des programmes de vivre contre le travail. Comme j'ai évoqué les cas des jeunes, eux ils ont encore la force, mais eux ils peuvent, au lieu de prendre, d'avoir cet argent gratuitement, en contrepartie, ils font des travaux. Donc c'est un aspect que je tenais à évoquer, c'est-à-dire que c'est pas, dans ce cadre, c'est des transferts non contributifs, ciblant les groupes les plus vulnérables pour leur permettre d'assurer leur sécurité alimentaire. C'est ça, il s'agit ici de protection sociale. Il est décerné à Ankotia Gisila Dedino. Le prix sera remis par le directeur pays de la Fondation Forestia. La Fondation nous signale tout. Il s'apprête. On va d'abord tirer, on va remettre après. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire au Cameroun parce que, partant de la définition, il faut que chaque personne puisse avoir accès à une alimentation en tout temps, en toutes circonstances. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais toutefois, il y a des efforts qui sont faits et une bonne frange de la population est quand même en sécurité alimentaire. Mais nous déplorons le fait qu'il y a quand même dans la partie septentrionale du pays des groupes qui vivent de manière récurrente en insécurité alimentaire et même en milieu urbain également. Les groupes pauvres, vulnérables sont encore en insécurité alimentaire. Mais je pense que le gouvernement est en train de faire à travers des multiples programmes pour atteindre cet objectif, réduire quand même le nombre de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition. Est-ce que ce sont les solutions que vous proposez, ces solutions pour permettre à sortir de ce problème-là? Il est important aujourd'hui de renforcer la production, c'est-à-dire que c'est les disponibilités soient abondantes pour permettre de nourrir cette population croissante d'année en année. Et le plus important, c'est la distribution, c'est-à-dire qu'il faudrait que toutes ces populations puissent avoir accès. Un accès physique, non seulement l'accès physique, mais l'accès économique, d'où les aspects liés au pouvoir d'achat des populations. Je suis M. Zomartin Paul, je travaille au ministère des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique. Je suis le chef de la cellule des stratégies de normalisation. Je suis le secrétaire technique du Comité national du Codex et de la sécurité sanitaire des aliments. Vous venez de parler de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que le ministère de Actuellement, ce que nous faisons, nous voulons d'abord avoir un état des lieux. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Cameroun actuellement? On a donc commis un consultant qui sillonne le pays
pour voir ce qui est fait en termes de sécurité sanitaire des aliments. Et cet état de lieu nous ressortira les points forts et les points faibles. Et à partir de cet état de lieu, on pourra bâtir une stratégie pour améliorer les points faibles. Les raisons d'organisation d'un tel symposium, c'est pour plaidoyer, pour faire parler la voix de ceux qui ne peuvent pas être écoutés à partir des organisations comme le Forestia Foundation, pour parler par rapport aux choses qu'on pense que c'est important pour nous tous, comme ceux qui appartiennent à la famille des êtres humains, de gérer ensemble. À travers une organisation comme celle-ci, des solutions peuvent trouver facilement? Oui, tout à fait. Puisque on était dans la salle, vous avez vu le représentant de l'alimentation mondiale. Oui, vous avez vu les représentants de Minader, vous avez vu beaucoup de CSO, des ONG. Tout à fait. Tout ce qu'on a causé aujourd'hui seront portés au niveau plus supérieur et les solutions vont venir.